Imaginez plus de 40 degrés Celsius à l'ombre et l'ombre est rare. En plus, qu'il n'y a pas d'eau. Temba, un enfant berger qui surveille son troupeau sous un soleil brûlant. Sa gorge sèche. Il meurt de soif. Et hop, tombe sur une mare d'eau boueuse. Il plonge un bol en plastique. Porte à même le sol. Pas de traitement, ni de filtration. Ça s'appelle la survie. Et bam, une diarrhée. Grave infection. Diagnostic vital engagé. Il perd la vie. N'est-ce pas l'eau, c'est la vie? Mais attendez, ce n'est pas d'eau. Quelques mètres dans ce même village, Pumba regarde ses plantes de mille fanées. Le sol ne répond plus. Les plantes sont malades. La terre satisfaite se meurt lentement. Elle se demande pourquoi? Mais que faire? Assistance. Pendant que Kumba murmure à une terre sourde, ailleurs dans un hôpital périphérique, une autre vie se joue. Un chirurgien s'apprête à opérer. L'intervention commence. La tension est stable. Et soudain, coupure d'électricité. Les machines s'arrêtent. Les générateurs au service. Résultat, un patient qui meurt, mais pas à cause de sa maladie. Pourtant, des lasers pourraient sauver cette vie. Mais les lasers activent électriquement. Très efficaces, mais très dépendants de l'électricité. Et donc, le milieu rural est aussi oublié. Cher auditoire, c'est là qu'intervient ma thèse. Elle consiste à utiliser l'énergie du soleil, celle qui tape fort à midi, surtout dans tout le Sahel pour en créer un laser. Comment? Mais en capturant un rayon de soleil, le dompter grâce à une lentille de Fresnel, cette loupe géante venue de la mer et des phares, et le concentrer sur un cristal qui s'enflamme sans feu. Bingo! Un laser né, sans électricité, sans carburant, 100% solaire. Mais attention, je veux un laser utile, durable et surtout accessible. Pour cela, chers amis, je modélise, je simule et je calcule. J'aligne chaque photon comme on aligne des étoiles pour que l'énergie du soleil soit absorbée, amplifiée et transformée en un faisceau laser stable, puissant et propre. Mais à quoi ça sert? Assistance, dans un village reculé comme celui de Demba, on peut désinfecter l'eau sans électricité, juste avec le soleil. Dans un laboratoire agricole, un seul faisceau peut analyser la fertilité du sol ou détecter une maladie des plantes. Mais également, dans les centres de santé ruraux, on peut opérer des tissus, réparer des yeux, sans groupe électrogène ni coupure d'électricité, juste avec ce laser magique. Et pourquoi pas un laser sénégalais qui soude des pièces et propulse des satellites africains? Cher public, ma thèse, c'est un pont entre le soleil et la technologie de l'humain. C'est l'idée qu'avec une bonne loupe, un bon cristal et un bon modèle, on peut faire jaillir la haute technologie au cœur du Sahel. Parce que ce n'est pas seulement un laser que je construis, mais un rayon d'avenir prêt à irriguer la vie où l'ombre persiste. Chère assistance, chers membres du jury, l'attente est immense et le défi est à relever. Sur ce, quand le soleil devient ingénieur, chirurgien ou agronome, chers amis, voyageons au cœur du laser solaire. Il y eut au village à Bambaye, situé dans le département de la région de Djurbel. Soudain, un bruit retentit. Ce n'est ni de la musique, ni du tam-tam, mais plutôt un cri d'angoisse. Pinta, âgée de 5 ans, brûle de fièvre, transpire et se tord de douleur. Elle est vite conduite en urgence au poste de santé. Diagnostic, paludisme grave. Chance, Binda a survécu. Mais malheureusement, en Afrique, près de 500 000 enfants combinement du paludisme chaque année, soit un enfant par minute. Le paludisme, ce n'est pas seulement une maladie, c'est un fléau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport de 2024, tenez-vous bien, près de 200 millions de cas sont dus au paludisme, causant ainsi plus de 6 000 décès. Imaginez que 95% de ces cas et 96% de ces décès sont retrouvés en Afrique. Mais qui sont les plus touchés? Malheureusement, c'est la couche la plus vulnérable de la société, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes en état de grossesse. Même si des efforts socio-médicaux ont été consentis pour réduire la mortalité, tels que les médicaments, les moustiquaires, les campagnes de sensibilisation, cependant, un facteur clé reste souvent oublié. C'est le climat. Et oui, la température, l'humidité, les précipitations, tout cela influence sur la survie des moustiques et la propagation du parasite. Et pourtant, le climat est rarement intégré dans les stratégies de lutte contre le paludisme. Pour combler ce manquement, je me suis engagé à
étudier l'impact des changements climatiques sur la transmission du paludisme au Sénégal et en Afrique de l'Ouest par l'observation et la modélisation. Pour ce faire, j'ai analysé des données de santé et des climats. Ainsi, mes résultats ont permis d'identifier les périodes de forte transmission dans l'année, de localiser les zones vulnérables du paludisme dépendant du climat et enfin de prévoir les futures zones de transmission car avec les changements climatiques, le paludisme va se déplacer. Grâce à mes résultats, on pourra mieux cibler les interventions, anticiper très tôt les pics de transmission, mais aussi optimiser les ressources. En clair, sauver beaucoup de vies avec peu de moyens. Comme je suis bon, je vais vous donner un bon mot pour que votre santé soit bonne. Notez bien, préserver la santé humaine aujourd'hui passe nécessairement par la lutte contre les changements climatiques. La montagne est devant nous, cher public. On est au pied de cette montagne. À nous de la gravir pour qu'ensemble, zéro paludisme. Vous et moi, levons les yeux vers le ciel pour le contempler. De ce simple regard naissent des questions fondamentales. D'où vient l'univers? Comment évolue-t-il? Quel est son destin? Ces questions ont traversé toute l'histoire de la cosmologie. Des époques durant, nous avons cru que c'était la Terre qui était le centre de l'univers. Mais par la suite, on a compris que plutôt c'est le Soleil qui est le centre de notre système solaire. Et ce même Soleil est une étoile parmi autant d'autres. C'est à partir du XXe siècle qu'un physicien, Albert Einstein, va changer toute notre conception de l'univers. Avec sa théorie de la relativité restreinte et générale, Einstein montre que l'univers est déformé par l'espace et par la matière et l'énergie. Et que ce même univers est en extension. Malgré toutes ces découvertes scientifiques, des problèmes persistent. Selon le télescope James, la cosmologie moderne ne connaît que 5% de matière visible de l'univers et les 95% sont jusqu'ici inconnus. Environ 28% d'énergie inconnue qui serait à l'origine de l'attraction des corps et 68% d'énergie aussi qui serait à l'origine de l'accélération même de l'univers. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, ma thèse de doctorat traite précisément ces problèmes. Alors, quelques questions s'imposent. Comment peut-on comprendre l'univers si une bonne partie de la matière nous échappe? Comment dépasser les limites de la rationalité scientifique? Je propose l'hypothèse suivante. Et si la compréhension de l'univers exige une autre forme d'intelligence, comme la spiritualité? Il ne s'agit pas pour nous d'opposer la science à la spiritualité, mais d'élargir l'approche scientifique en faisant recours à l'approche spirituelle. Et la bonne nouvelle est que, pour y arriver, notre corps s'impose comme la voie royale. Oui, parmi toutes les matières de l'univers, il n'y a que notre propre corps que nous pouvons sentir directement de l'intérieur. Il est fait de la même matière que les étoiles, mais il est capable de sentir et d'aimer. Avant de quitter de cette salle, j'aimerais bien que vous reteniez ceci. Comprendre l'univers, ce n'est pas seulement lever les yeux vers le ciel. Ce n'est pas uniquement manipuler les équations ni les instruments, mais comprendre l'univers, c'est aussi écouter ce que murmure notre corps. Car nous sommes aussi une partie de ce que nous cherchons à comprendre. Alors, sentir peut aussi être un moyen pour savoir. Voilà